early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mercredi 1er avril 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir la RTS1 et bienvenue dans Quinquelibar. Ravi de vous accueillir ce matin sur le plateau. Il y a Anta pour parler buzz du net. Elle fait un peu le tour de la toile pour nous avec les actualités phares. Et puis Ramatoulaye également et administration. L'administration est aujourd'hui à la une avec le Conseil des ministres qui va démarrer aujourd'hui avec une particularité. Ce sera en vidéoconférence. On va en parler d'abord sur ce plateau avec des explications de notre spécialiste, Ramatoulaye sur le plateau. Et puis les détails, ce sera évidemment au cours de la journée sur la RTS. À côté d'Alioune Badara Kane, notre invité du jour, ce matin, nous recevons le lieutenant-colonel Marius Niaga, conservateur vétérinaire des parcs nationaux. Il faut dire que c'est une semaine spéciale à Quinquelibar. Nous nous acheminons vers la célébration de la fête de l'indépendance le 4 avril, 60 ans d'indépendance depuis lundi, on vous le rappelle. Et bien tout au long de cette semaine, nous recevons les différents corps militaires et paramilitaires pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Vous rappelez peut-être maintenant le thème retenu pour cette année, le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. L'info sera également au rendez-vous ce mercredi matin avec Mariama pour le flash et le journal. Vous aurez droit à la revue des titres que je me ferai un plaisir de vous présenter moi-même. Et la revue des titres de ce matin est consacrée tout simplement à un hommage que nous avons également envie de faire ce matin et de rendre à quelqu'un qui nous a quittés. Malheureusement, Pape Diouf s'en est allé hier, première victime au Sénégal du coronavirus. La nouvelle a choqué plus d'un hier, quelqu'un pour qui nous avions beaucoup de respect et d'admiration, ancien président de l'Olympique de Marseille. Alioune, quand tu as appris la nouvelle hier, qu'est-ce que tu as ressenti tout de suite? Bonjour d'abord, bonjour à tous. Mais bonjour Sarah, un énorme choc parce que Pape Diouf quand même, il est parti certainement avec beaucoup de projets inachevés, surtout pour son pays natal. En tout cas, il a vu le jour au Tchad, en N'Djamena, c'est un véritable Africain, mais il est sénégalais quand même d'origine, pour son pays donc disons le Sénégal. Et dans le domaine du développement de son football, il avait beaucoup de projets très ambitieux. Il était toujours là, prêt à donner le bon conseil, à épauler les dirigeants du football sénégalais, mais aussi quelqu'un qui a dignement représenté l'homme noir, dans les sphères de décision du football mondial. La preuve, à ce jour, il est le seul noir à avoir accédé à un poste aussi élevé, n'est-ce pas, dans le football français et même dans le football mondial, en étant à la tête donc de l'Olympique de Marseille, premier président d'origine subsaharienne de l'Olympique de Marseille, le plus grand club français. Ça, il faut avoir... de cœur, il faut non, mais dire aussi. C'est le plus grand club français, mais aussi mon club de cœur. Donc s'il a pu réaliser un tel parcours, c'est parce qu'il a toujours bénéficié du respect de ses pairs, du respect en tout cas de l'élite du football français, de l'élite du sport mondial d'une manière générale. Et la preuve, la une de l'équipe, du journal de l'équipe, ce grand quotidien français dédié au football, l'illustre bien, au sport. Notre pape est parti, ça veut tout dire. Notre pape, eux, ils ont fini même de se l'approprier. Donc, Pape Diouf, c'est véritablement un regret. Et moi, le regret que j'ai eu quand j'ai appris cette triste nouvelle, c'est de me dire qu'il est parti sans voir enfin le Sénégal soulever le trophée continental. Parce qu'il a toujours œuvré pour ça. C'est vrai. On se souvient encore de 2002, d'aucuns peut-être l'ont oublié, mais c'est lui qui a conseillé aux dirigeants sénégalais de l'époque de choisir Bruno Metsu, pour vous dire. Donc il a été d'un grand rôle dans cette épopée-là du football sénégalais en 2002. Si aujourd'hui le Sénégal peut se targuer de ses résultats extraordinaires de 2002, en grande partie c'est grâce à Pape Diouf, parce que c'est lui qui a demandé aux dirigeants sénégalais de faire confiance à Bruno Metsu. Et les faits lui ont donné raison. Il était aussi un grand avocat du football africain. À chaque fois qu'il y avait un changement de calendrier et qui pouvait impacter négativement le football africain, il était le premier bouclier, le premier avocat. La preuve dernièrement, on se souvient en tout cas de son coup de gueule contre l'administration du football africain en se disant qu'on ne doit pas être les pantins, n'est-ce pas, de l'élite du football mondial. Ce n'est pas toujours à l'Afrique, c'est pas à l'Afrique de devoir toujours avaler des couleuvres quand il faut réaménager le calendrier. Et je pense qu'avant-hier, j'en parlais ici sur ce plateau. Et en parlant de cela, oui, je pensais à lui, n'est-ce pas, à Pape Diouf. Donc c'est un grand avocat du football africain, un grand monsieur, un grand fils de l'Afrique
qui s'en est allé. Et cela montre aussi que le Covid-19 C'est ça. voilà, est une Par réalité. une personne, c'est une réalité. Et je crois que ça, c'est la preuve la plus palpable. Oui, le Covid-19 qui nous a enlevé Manu Dibango la semaine dernière. Et cette semaine, c'est Pape Diouf qui s'en va. Deux personnalités que nous aimions énormément et qui nous ont malheureusement quittés. En ta commentaire. Effectivement, Sarah, je pense que cette nouvelle a choqué vraiment plus d'un. Après justement la déclaration du ministre de la Santé en disant tout simplement qu'il y avait un cas grave, personne ne s'attendait justement à Pape Diouf. Pape Diouf qui était également journaliste sportif, qui défendait vraiment tous ces footeux africains qui se débattaient sur les terrains. Alors aujourd'hui, c'est une fierté aujourd'hui nationale. Pape Diouf qui a vraiment hissé le drapeau sénégalais très haut. Pape Diouf qui revendiquait justement toutes ces valeurs. Et Alioune Badara l'a bien expliqué tout à l'heure. Et pour finir, Pape Diouf qui était vraiment à la tête de l'Olympique de Marseille, autant pour moi, c'est pas le Sénégal qui a perdu un de ses soldats, c'est vraiment le monde entier. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, le monde du foot français, je pense que l'équipe a bien titré qu'ils avaient perdu notre Pape Diouf, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui aujourd'hui a évolué on va dire dans cette sphère du foot qui a fait vraiment la fierté de tout un peuple sénégal. Très bien. Ramatoulaye. Moi, je pense qu'Alioune Badara a tout dit. Je n'ai pas autant de connaissances que lui concernant l'homme parce que je ne suis pas forcément l'évolution du football, mais j'en connaissais quand même un peu par rapport à ses actions pour le développement du football en Afrique, mais aussi son implication dans la vie sociale au niveau du Sénégal. Parce que j'ai vu beaucoup de témoignages à travers les réseaux sociaux sur voilà, la générosité de cet homme qui n'a pas oublié son pays natal et encore moins son continent, pas son pays natal. Il est né plutôt à Abéché, pas à N'Djamena, comme l'a dit Alioune Badara. Voilà, donc il est né au Tchad, pas au Sénégal, mais quand même, son parcours montre que c'est un homme de synthèse, un homme qui sait s'adapter dans tous les contextes, dans toutes les situations possibles. Et je lui rends hommage aujourd'hui et souhaite qu'il repose en paix au paradis. Oui, et on présente évidemment nos condoléances à sa famille proche et à tout le milieu du monde sportif. Je voudrais partager avec vous ces quelques mots du président Macky Sall adressés justement à la famille de Pape Diouf. Ces mots disent ceci: j'ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf. Je rends hommage à cette grande figure du sport, ce dirigeant engagé et éminence grise du football. À sa famille, je présente au nom de la nation mes condoléances les plus attristées. Message donc du chef de l'État hier, oui, c'est hier que nous avons appris le décès de Pape Diouf. Je ne sais pas, lieutenant-colonel Niaga, si vous voulez placer un mot pour rendre hommage justement à Pape Diouf qui nous a quittés hier. Vraiment, merci Sarah. Je pense que vraiment c'est l'Afrique qui a perdu. Comme on l'a dit, il est né au Tchad et il est sénégalais. Tout à fait. Donc c'est un Africain. Et c'est l'Afrique qui a perdu. Et je dis aussi, ce sont les plateaux de Canal+, qui sont orphelins. Vraiment, on le voyait souvent sur Canal+, défendre les positions, comme l'a dit M. Kane. Les positions de l'Afrique, et vraiment, il est pertinent. C'est un ambassadeur, quelqu'un qui donne une belle image de l'homme noir et du Sénégalais en particulier. Vraiment, c'est comme s'il n'a pas tout fait encore et qu'il est déjà parti. Oui, c'est vrai. Vraiment. Toujours droit dans ses bottes et avec des positions très tranchées et très assumées. Voilà pourquoi ces analyses, eh bien, on en raffolait. Avant la fin de ce magazine, on reparlera de cet hommage puisque, comme je vous l'annonçais, c'est à la une de pratiquement tous les quotidiens du jour. Et c'est justement vous rappeler que le Covid-19 est une réalité. Il faut absolument que l'on puisse observer de manière très stricte les recommandations du ministère de la Santé. On a parfois l'impression que les gens ne réalisent pas encore. Parfois, certaines personnes se comportent encore comme si le Covid-19, c'était une invention. C'est une réalité et c'est là. Il faut se laver régulièrement les mains, le gel hydroalcoolique également, les distances sociales à respecter et tout ça, les rassemblements, les mariages, les baptêmes et tout ça. Toutes ces mesures, je pense que c'est pour protéger les populations. Il est important qu'on s'en souvienne. Mariama nous rejoint à l'instant sur le plateau. Et bien, très rapidement, le Conseil des ministres, on en parle également. Ramatoulaye, aujourd'hui, ça va changer. On ne sera plus dans ce qu'on avait vu avant, dans ce qu'on voyait avant. Le président avec tous les ministres autour de lui. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, tous les ministres seront devant un écran et feront face au président et aux autres membres du gouvernement pour tenir la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.
qu'on peut appeler aujourd'hui Smart Conseil ou e-Conseil. Donc, c'est pour dire que le numérique permet de s'adapter, d'être résilient. Et c'est dans le cadre même des outils de télétravail dont on parlait. Et ça permet de continuer le travail sans pour autant avoir à tordre un peu les mesures de sécurité qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, il y a plusieurs sites qui ont été interconnectés, qui bénéficient d'un dispositif de vidéoconférence, qui peuvent avoir un ou plusieurs écrans et ils peuvent échanger et chacun verra l'autre partie à travers Les son ministres écran. seront où Les ministres exactement? seront dans les différents sites où ils sont habituellement. D'accord. On a les sphères ministérielles et d'autres sites en tout cas. À Diamniadio. Partout où les ministres Très bien. sont. Donc, ils ont été interconnectés à l'intranet administratif et ont le dispositif de vidéoconférence, ce qui leur permettra aujourd'hui de tenir normalement la réunion du Conseil des ministres. L'ADIE les accompagne et donc les équipes techniques sont sur place depuis le début de cette semaine pour vraiment s'assurer que tout fonctionne normalement et que la réunion puisse se tenir sans difficulté. Et espérons, Inch'Allah, que ça se passe très bien. Et c'est dans le dispositif également de l'intranet administratif que, Très bien. que se passera donc le Conseil des ministres. C'est une première. On en reparlera probablement avec toi quand ce sera fait. C'est ça. Mariama, bienvenue en plateau. On enchaîne avec le bloc d'infos. Voici le flash. Il est 8h10. Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Mariama, c'est à toi. Merci Sarah. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre matinale Quinqueliba à la une de l'actualité de ce mercredi 1er avril 2020. C'est la première victime du coronavirus au Sénégal. Pape Diouf, ancien patron de l'Olympique de Marseille, s'est éteint ce mardi 31 mars à Dakar. Journaliste, il faisait la fierté du continent de par son œil aiguisé et sa connaissance du football officiel. Joueur, patron de football, tous saluent la mémoire de Pape Diouf. Également dans l'actualité, le point sur la situation du Covid-19 au Sénégal. Ce mardi 31 mars, le pays a enregistré 175 cas, dont 40 guéris. Des détails à suivre dans le journal. Cette bonne nouvelle dans la lutte contre le Covid-19, Médis va bientôt reprendre ses activités. L'usine sénégalaise de fabrication de la chloroquine est fermée depuis près de 2 décennies. Et sur le front du coronavirus encore, la région de Sédhiou renforce son dispositif de lutte contre le Covid-19. Un appui de 5 millions de francs CFA, des denrées alimentaires et des produits sanitaires ont été reçus par le comité régional. Les détails à suivre. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er avril. Restez en compagnie de l'équipe de votre matinale. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. À 9h précisément pour le bulletin d'infos complet. Bonne journée à Chérif Sall qui nous regarde ce matin depuis Yaoundé. C'est au Cameroun, évidemment. Restez sur les antennes de la RTS. Voici maintenant la revue des titres. À tout de suite, Mariama. À tout de suite. Et on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil ce mercredi 1er avril 2020. Pape Diouf est à la une. Pape Diouf, première victime au Sénégal du coronavirus. Le virus nous prend ma baba, c'est le titre que Le Soleil propose ce matin. Et cette déclaration de Pape Diouf, elle est belle. Il dit « Au soir de ma vie, je voudrais avoir la fierté de pouvoir regarder mes interlocuteurs dans les yeux et de n'avoir aucun cadavre dans les placards. » Une belle vie, une vie pleine également, qu'il repose en paix et nous prions évidemment pour toute sa famille également. Le quotidien qui également noircit sa première page ce matin avec cette photo de Pape Diouf, vous le voyez à l'instant. Pape Diouf, première victime d'homme du Covid-19 au Sénégal. Pape perd son dernier match, titre le quotidien à sa une. Vox Populi sur le même sujet, un dommage qui se poursuit, décès de l'ancien président de Marseille à Pape Diouf, premier mort du coronavirus au Sénégal. Le monde du football pleure son pape et les hommages affluent de partout. Âgé de 68 ans, l'ancien journaliste et agent de joueur était le cas grave sous assistance respiratoire. Critique maintenant.
Avec à sa une également, cette photo, c'est une belle photo de Pape Diouf, première victime du Covid-19 au Sénégal. Pape Mababa perd le match de sa vie. Le fabuleux destin de Pape Diouf raconté par Jeune Afrique est repris ce matin dans les colonnes du quotidien Critique. L'Observateur quotidien du groupe Futur Média pour poursuivre notre revue des titres de ce matin. À la une de l'Obs, c'est également Pape Diouf à qui nos confrères rendent hommage. Pape Diouf, 1951-2020, 68 ans, le sommeil du numéro 1 des révélations ce matin à lire sur les derniers instants de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé du coronavirus. L'As maintenant, à la une du quotidien L'As, eh bien, le Sénégal qui enregistre son premier décès lié au Covid-19. C'est Pape Diouf, malheureusement, qui s'en est allé. Il perd son dernier match. Le titre revient, on joue un peu sur match parce qu'évidemment, il évoluait dans le milieu du football, journaliste sportif également. Le Sénégal enregistre avec son décès, son premier décès justement lié au Covid-19. Nous poursuivons la revue des titres avec la une du quotidien Le Témoin. Le Témoin qui rend également hommage à Pape Diouf ce matin, un Marseillais qui tombe à Dakar, premier décès dû au coronavirus au Sénégal. Vibrant hommage du monde sportif à une icône du football mondial. Ce n'est pas trop dire, c'était véritablement une icône. 13 nouveaux cas déclarés positifs hier lors du point de presse du ministère de la Santé d'ailleurs. Le point de ce matin, ce sera à 10h et en direct sur les antennes de la RTS. Libération, ce maudit virus l'a pris malheureusement. Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au coronavirus et il nous a pris Pape Diouf. Hier, après la disparition de l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, placé sous assistance respiratoire depuis samedi. La Tribune, quotidien du groupe des médias, avec à la une également cet hommage. Et j'aime bien cette photo où on retrouve Pape Diouf juste à côté de Manu Dibango. Je ne sais pas si comme ça vous pouvez le voir, mais c'est à la une du quotidien La Tribune ce matin. Victime du coronavirus, Pape Diouf, premier cas de décès au Sénégal. Il allait être évacué en France. Et puis ce matin, des témoignages à lire également dans les colonnes de La Tribune. Manu Dibango et l'ancien président de l'OM, deux lions africains domptés malheureusement par le Covid-19. Réumi quotidien sur la loi d'habilitation dans la lutte contre le Covid-19. Macky veut lutter en mode fast-track. C'est le titre que proposent nos confrères de Réumi ce matin. Et puis évidemment, que signifie justement cette loi? Qu'est-ce qu'elle renferme et qu'est-ce qu'elle va impliquer? Eh bien, vous pouvez lire des détails à la page 3 et 4 du quotidien Réumi de ce matin. Source A sur le respect du couvre-feu et l'état d'urgence à Diourbel. Cette fois-ci, la police est tout simplement intraitable. C'est important, ça peut sauver des vies parce que malheureusement, eh bien, certains sont partis victimes de cette infection. C'est le cas de Pape Diouf qui est également à la une de Source A ce matin. Le Sénégal perd son pape et enregistre sa première victime Covid-19. Covid-19 ouvre son compteur mort au Sénégal. Dakar Times sur la propagation de cette pandémie et le confinement et ses conséquences économiques. Le calvaire des travailleurs de l'informel raconté ce matin dans les colonnes de Dakar Times. Depuis l'apparition de cette pandémie au Sénégal, l'État a mis en place des mesures fortes dont un semi-confinement de la population entre 20h et 6h du matin, ce qui réduit évidemment toutes les activités quotidiennes. Stade, quotidien spécialisé en sport, et vous imaginez la une de Stade, c'est cette photo de Pape Diouf. C'est un hommage qui lui est rendu également à 68 ans. Le monde du foot est tout simplement sous le choc et nous également. Le pape a perdu son match contre le coronavirus. Il était sous assistance respiratoire depuis samedi. L'ancien président de l'OM devait être évacué à Nice. Et les témoignages des footballeurs dans le stade ce matin. Mamadou Niang, Mbaye Niang, Youssouf Dabo, Chersek, Kylian Mbappé, Ndongo Ndiaye, eh bien toutes ces personnes ont tenu à lui rendre hommage. Kylian Mbappé qui dit par exemple que c'est un monument de notre football et pour Mamadou Niang, eh bien il est et restera le meilleur d'entre nous. Mbaye Niang se dit très attristé par sa disparition. Youssouf Dabo qui déclare ceci: nous t'accompagnerons dans nos pensées évidemment. Et puis pour Chersek, chargé des relations internationales de la Fédération sénégalaise de foot il y a 30 ans, il l'avait accueilli pour des tests à Marseille. Eh bien, on ne l'oubliera jamais, Pape Diouf. Critique
Sounou Lambe, pour terminer la revue des titres de ce matin, avec des critiques qui acerbent contre le CNG, Gris Bordeaux radié, Bombardier suspendu 6 mois, la licence de Modelo confisquée, l'écurie Soumbédioune dissoute. Décidément, qu'est-ce qui se passe finalement? On est le 1er Ah oui, merci Okay. Alioune Badara. On est le 1er avril. Non, mais il fallait suivre les conseils de Samba Guissé. Honnêtement, on a suffisamment de fake news sur les réseaux sociaux. Et puis, on a appris le décès de Pape Diouf hier. On est tous tristes de cette nouvelle. Bon, vous n'allez pas nous faire ça quand même, Sounou Lambe. En rajouter avec ce titre. On est le 1er avril. C'est un gros poisson d'avril que j'ai failli avaler. Merci Alioune de m'avoir aidé. Sinon, on est ensemble. les arêtes allaient rester là, coincées dans ma gorge. On offre les quotidiens de ce matin à notre invité et on passe à la chronique de Ramatoulaye I, administration. Gotta wake up early in the morning. Il est 8h20 et sur notre page Facebook et Instagram, les hommages se poursuivent également pour Pape Diouf. J'en lirai quelques-uns avant la fin de ce magazine. Mais en attendant, place tout simplement au sujet de Rama. L'enregistrement du contrat de travail, la procédure en cours de dématérialisation. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que dans ce contexte de coronavirus et peut-être dans d'autres contextes qui le justifieraient, la dématérialisation est une excellente opportunité à saisir pour pouvoir continuer le travail. Nous avions rencontré il y a quelques jours le directeur du travail qui s'était entretenu avec nous sur la question du télétravail et il en avait profité pour parler d'une procédure qui était en cours de dématérialisation. C'est l'enregistrement du contrat de travail qui fait partie des 33 procédures qui ont été retenues suite au forum de Diamniadio en 2016 qui devaient être dématérialisées. Il y avait 17 autres procédures qui devaient subir une simplification et un allègement et donc suite à ça, l'ADI a accompagné les différentes structures concernées pour la dématérialisation de leurs procédures. Et donc, le contrat de travail est en cours de dématérialisation. Je vous propose d'abord d'écouter M. Karim Cissé, qui est le directeur du travail, qui nous parle un peu de ce processus. Engagé d'ailleurs avec l'ADIE à un processus très avancé de dématérialisation des procédures, notamment celle du contrat de travail. Nous allons à moyen terme avoir la possibilité pour les employeurs de déposer leur contrat de travail en ligne et d'y voir apposer la signature électronique, etc. Donc c'est un chantier qui est très avancé. Il y a d'autres documents obligatoires que l'employeur pourrait déposer en ligne et récupérer dans un délai très raisonnable. C'est une réforme qui permettra de la célérité, un gain de temps et qui va éviter les déplacements et les lourdeurs administratives. Nous sommes très engagés dans ce chantier. Voilà, un engagement qui va servir les populations. Il s'agit d'une procédure assez utilisée et sa dématérialisation était devenue tout simplement une nécessité. J'ai même l'impression que la dématérialisation de tout va devenir une nécessité désormais. On doit devenir des citoyens numériques. On est appelé inéluctablement à devenir des citoyens numériques. Il faut donc utiliser le maximum possible la technologie pour faciliter la vie à tout le monde. Donc, par rapport au contrat de travail, on constate chaque jour des offres d'emploi, des gens qui ont de nouveaux contrats, de nouveaux emplois. Et après avoir été embauché quelque part, il faut aller enregistrer le contrat. Qui enregistre, c'est soit la personne qui a été recrutée elle-même qui part au niveau de l'inspection du travail, ou bien la structure qui a embauché à travers ses ressources humaines, qui envoie les documents au niveau de l'inspection du travail pour enregistrer, pour que le contrat puisse être valable à partir du moment où ça a été enregistré. Et il y a beaucoup d'activités économiques à Dakar, ce qui justifie que c'est au niveau de Dakar qu'il y a la plus forte concentration de demandes. Et le traitement manuel n'aide pas par rapport à la célérité. Donc c'est une demande de l'ensemble des acteurs pour que ce processus soit dématérialisé. Pour avancer un peu plus sur ce sujet, on peut réécouter Karim Cissé, le directeur du travail. C'est une demande qui est très forte, notamment dans la région de Dakar. Au niveau national, nous avons environ près de 70 000 contrats qui sont enregistrés dans les inspections du travail. Et naturellement, vous pouvez deviner que Dakar occupe une bonne partie de ces contrats. Donc, dans des régions comme Dakar, il est urgent
qu'on dématérialise, puisque l'entreprise qui peut déposer aujourd'hui 500, 200 ou 400 contrats de travail, cette entreprise-là, si ces contrats doivent être traités manuellement, je pense qu'il y a quelque part un préjudice qu'on peut causer à l'employeur du fait des lenteurs et de l'absence de célérité. Donc c'est une demande forte des employeurs, c'est une demande forte aussi de l'administration du travail. Et voilà qui est fait. En tout cas, la procédure est en cours. Cela va aussi permettre d'éviter les rassemblements, parce qu'en ce moment, on ne veut pas de rassemblement. Et donc, quand on dématérialise, ça facilite les choses pour tout le monde. Pour tout le monde, et ça permet de rester devant son ordinateur, d'enregistrer toutes les données, et tout le processus peut être suivi en ligne jusqu'à la signature électronique. Parce qu'il y a un volet qui doit être intégré, c'est la signature électronique, qui permettra même à l'employé de ne même pas avoir besoin du document physique imprimé. Parce que quand on parle de signature électronique, on n'a pas besoin d'imprimer. Et une précision concernant la signature électronique qui est un peu différente de la signature physique, un document signé électroniquement n'est valable que s'il reste à l'état électronique. Un document signé manuellement, une fois scanné, n'a plus de valeur probante. Donc, il faut faire la différence par rapport à ça. Dès qu'on imprime le document qui a été signé électroniquement, il faut retourner pour avoir la signature physique. Et dès qu'on a une signature physique, si on l'imprime, bon, on peut montrer ça comme justificatif, mais il faut une valeur probante, et la valeur probante, c'est tout ce qui a été signé physiquement. La preuve, par l'exemple, quand on vous donne un chèque qui est signé manuellement, si vous devez l'envoyer à votre banque pour retirer l'argent, si vous scannez et que vous envoyez, votre gestionnaire de compte ne va pas vous verser l'argent. Il lui faut le document physique pour pouvoir disposer en tout cas de l'argent. Et par rapport encore à l'enregistrement du contrat de travail, à cette dématérialisation, ça fait partie des 11 procédures qui sont suivies dans le cadre du Doing Business pour améliorer un peu le statut du Sénégal, la compétitivité du Sénégal en la matière. Et en cela, il y a donc il y a plutôt l'Union européenne, je parle beaucoup du ministère, donc autant pour moi. Il y a l'Union européenne donc, qui accompagne l'État du Sénégal, particulièrement le ministère du Travail, dans le cadre de la dématérialisation de cette procédure. Il y a également une structure allemande qui s'appelle Compact, qui accompagne. C'est pour dire que c'est une question qui préoccupe, qui tient à cœur au niveau le plus élevé. Donc, dématérialisation, c'est la solution actuellement. Alors, que reste-t-il à faire, justement? Parce que la procédure est en cours, le processus est en cours. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'aspect signature électronique à intégrer. Donc, tout le processus a été fait sur le plan technique en matière de dématérialisation, avec notamment la plateforme Télédac, qui est une plateforme générique de dématérialisation. Mais il faut intégrer la signature électronique. Et pour cela aussi, il faut acquérir des clés, des tokens, pour pouvoir faire la signature. Il faut également que les différents acteurs qui doivent signer bénéficient de cette clé, de ce token. Et il y a également un autre aspect, c'est l'acquisition de matériel. Parce que quand on parle de dématérialisation, il n'y a pas que l'aspect technique. Il faudrait que les structures soient dotées d'équipements et de matériel, qu'elles fassent plutôt une mise à niveau en matière d'équipement. Et donc, il faut de l'argent par rapport à ça, et il y a un accompagnement qui est prévu, notamment à travers l'Union européenne. Il faut aussi la formation des acteurs et la communication. Après que tout soit bouclé, il faudrait que les structures qui bénéficient de ces procédures dématérialisées communiquent avec les parties prenantes pour qu'elles sachent qu'il y a cette procédure qui est dématérialisée et qu'elle puisse être utilisée. Très bien. J'allais juste te dire que si c'était une question de signature, c'est vite réglé. Mais j'ai vu qu'il faut plus, il faut du matériel, il faut former les gens. Et donc, c'est pourquoi ça prend du temps. Mais c'est une excellente chose, hein, Anta. Oui, c'est une excellente chose. Mais moi, j'avais une question pour Ramatoulaye. Au-delà, justement, de la dématérialisation de l'enregistrement du contrat du travail, en cette période de pandémie, les gens passent beaucoup plus au télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, ce télétravail ne met pas en péril certains métiers, certains corps de métier? Une entreprise X qui, aujourd'hui, en faisant le télétravail, se dit qu'elle peut se passer de telle ou telle personne. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des risques sur, on va dire, l'employé? Je ne dirais pas. Il y a des métiers qui peuvent s'adapter au télétravail. Donc, si on utilise la technologie, oui, on peut le faire. Mais il y a d'autres métiers, il faut qu'on soit sur site pour le faire. J'ai donné l'exemple des maçons, des personnes qui nettoient.
le personnel de nettoiement. Hier même, j'ai vu une blague où il y a une femme de ménage qui avait dit qu'elle allait faire du télétravail. En expliquant à sa patronne comment il fallait faire. Ça, le repas va cramer, hein, je pense. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le cadre du télétravail. Je pense qu'il faudrait plus saisir le télétravail comme une opportunité pour vraiment avancer, pour être résilient, surtout dans ce contexte de coronavirus, et ne pas faire arrêter toutes les activités professionnelles et permettre aux gens de continuer carrément leur travail et avoir leur performance. Bon, Alioune. Oui, et puis il faut bien continuer quand même le travail. C'est vrai qu'il y a l'état d'urgence, il y a le Covid-19, mais ça ne veut pas dire que c'est des congés de facto accordés à l'ensemble des travailleurs. Je crois que le président de la République, il a donné le bon exemple à travers la tenue donc de ce Conseil des ministres aujourd'hui. Il aurait pu se dire peut-être que, bon, vu la gravité du moment avec l'état d'urgence, bon, tout le monde est en congé. Dispenser voilà, tout le monde de ce Conseil des ministres-là. Mais il a tenu à ce qu'il soit tenu et par le biais donc de ces nouvelles technologies. Donc j'imagine que l'ADE aussi a été derrière pour, voilà, qui assure donc le dispositif technique. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas un chèque en blanc donné comme ça aux agents de l'administration, surtout aux grands responsables pour qu'ils puissent fermer voilà, les bureaux et voilà, vaquer à leurs propres occupations et ne pas mettre l'accent sur voilà, l'utilité de l'administration parce que l'administration, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle doit toujours être là, même en temps de guerre. Absolument. Nous sommes en situation de guerre, mais cette fois-ci, c'est une guerre moins classique. L'administration doit suivre aussi son cours normal. Et j'ai vu aussi que certains, bon, peut-être abusent un peu de cette situation. On dit que la fermeture, c'est à 15 h, n'est-ce pas, hein? Oui. Avant 15 h, certains bureaux sont déjà fermés. Et vous ne trouverez personne. Donc ça aussi, ce n'est pas une situation aussi à encourager. Je crois que le président a donné le bon exemple. Il faut que le travail continue au service quand même voilà, des administrés qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Vu l'état d'urgence, le couvre-feu, ils se doivent de régler le problème administratif avant de rentrer chez eux. Souvent, ce n'est pas facile. Donc il faut aussi que l'administration joue le jeu. Et ça, c'est bien. En parlant de couvre-feu, hier, j'ai fait une petite entorse en sortant de chez moi. Vite fait. J'avais oublié le chargeur de mon ordinateur et je devais finaliser un article dans la nuit. Donc j'ai dû courir jusqu'à la voiture et récupérer le chargeur et aller retourner à la maison. Mais j'avais quand même la peur de tomber sur les policiers. Quoi. Non, mais il aurait compris quoi. que vous sortiez juste pour prendre votre chargeur. Anta, non, mais Anta, c'est Ramatoulaye. C'était pour la bonne cause. En tout cas, c'est une belle initiative, hein, cette dématérialisation des procédures. Et on espère évidemment que ça va aboutir et que ça va s'étendre à tous les autres secteurs. On en est là, ça va sauver des vies et ça va faciliter la vie de beaucoup d'entre nous. Quand on parlait de e-citoyens, sur ce plateau, on se disait que c'était dans le long terme. C'est pas pour maintenant, mais je pense qu'avec le Covid-19, c'est maintenant et c'est tout de suite. Il faut qu'on devienne des e-citoyens et des e-vétérinaires aussi, peut-être, pourquoi pas. On va commencer. Il y a la télémédecine. Il y a la télémédecine déjà, c'est sûr, oui. Non, c'est une très bonne chose, je pense. Bon, à part qu'il faut peut-être des moyens qui doivent l'accompagner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Parfois, le réseau n'est pas aussi performant. Et peut-être aussi socialement aussi. Nous sommes Africains et Sénégalais en particulier. Il y a l'ambiance sociale. Dès l'instant qu'on doit travailler à la maison, il y a cette ambiance qui va nous manquer. Les collègues ne sont pas proches. On les voit à travers l'écran. Ce n'est pas aussi la même chose. Quoi. Convivial, et puis les enfants qui sont... C'est ça, je pensais à ça. Un ministre qui est en train de travailler, peut-être les enfants vont courir, venir à côté. C'est important. Bon, c'est beau ça, c'est charmant, non? Avec les enfants tout autour. Peut-être que les enfants vont savoir, ils vont apprendre à être un peu sérieux par rapport au travail. Quand ils verront leur papa en train de faire quelque chose, c'est très bon, mais aussi, je pense qu'il ne faut pas en abuser pour le début, quoi. Ça faut toujours exister. Je pense que le Sénégalais est une personne assez résiliente qui sait s'adapter à certaines situations. Il faut juste s'aménager un espace professionnel au sein de la maison pour pouvoir travailler en toute tranquillité et que les gens qui sont dans la maison aussi sachent que même si on est physiquement présent dans la maison, c'est pour le travail. Donc il faut juste communiquer avec les mais c'est pas évident, il a raison pour les enfants. Hein. C'est pas toujours évident. Parfois ça crie à des moments où ça joue.
Parfois, on a arrive, du oui. mal, La semaine surtout si dernière, c'est la une vidéo. petite... On sait qu'on vit généralement à plusieurs dans de petits Dans de petits appartements et ça ne va pas être évident pour certains. Et puis le réseau aussi, parfois, Internet. Oui, Bon, peut-être au c'est niveau la de base, l'administration, il y a l'intranet. Il y a mais- l'intranet. Il y a l'intranet, mais s'il y a les personnes qui font du télétravail, c'est-à-dire elles seront plus dans le réseau de l'intranet. Donc il y a des outils qui peuvent être accessibles qu'à travers un VPN. C'est un réseau privé qui est utilisé pour accéder. Un Très bien. réseau fermé. Donc Très bien. avant de fermer un peu ce chapitre sur la démat, j'aimerais qu'on aborde juste rapidement une procédure qui est en cours de dématérialisation et qui est d'actualité. C'est la demande pour les autorisations de circuler. Parce qu'avec l'état d'urgence, il y a la circulation interurbaine qui est interdite, sauf exception. On peut aller demander l'autorisation au niveau des préfectures. C'est ça, Ce qui tout à fait. amène plusieurs personnes à se rendre physiquement au niveau des préfectures. Il y a du monde au niveau Oui, des préfectures. il y a du monde. Et pour éviter quand même cette congestion de personnes, il y a la procédure qui est en train d'être dématérialisée. Et très prochainement, ça va être lancé. Pour Ah oui, il éviter le quand même faut. que les gens se Il le répandent. faut, ça c'est une urgence, j'allais dire. hein. Techniquement, ça a été fait. Il faudrait juste qu'on passe à la validation et que ça puisse être disponible pour le grand public. On peut rester chez soi et faire Et une faire la demande demande. et puis avoir l'autorisation. Mais après, il faut imprimer l'autorisation ou ce sera Bon, sur on mon peut téléphone? garder sur le smartphone et après le montrer ou bien l'imprimer. Les agents qui sont au niveau de la circulation auront des appareils ou bien des applications dans leur téléphone qui leur permettront, à travers les QR codes qui seront intégrés, de D'accord. détecter les vrais documents des faux documents. Oui, parce que bon, si on imprime et que La la mise en signature n'est place va plus prendre du valable. temps parce que déjà il faut une formation de ces agents. Non, c'est très rapide. En Très tout cas, rapide. l'outil Bon, a on l'espère. été fait. Hier, on a eu droit à une présentation en interne de l'outil. Et après validation, ça pourra être déployé. Et ça, c'est des choses qu'il faut continuer, hein, pourquoi pas, parce que ça permet aussi, par exemple, de prendre des rendez-vous et éviter à l'avenir que on va dire, ces édifices soient bondés de monde. C'est ça. Et ça permet aussi, surtout, à ces agents d'être plus organisés et savoir le nombre de personnes qui doivent attendre dans la journée. Absolument, oui. Tout ça, c'est bien dit. Il est 8h36, dans un instant, la rubrique invité. Mais juste avant, la réalisation a une petite vidéo à nous proposer. Parce que c'est l'actualité du jour. hein. Le télétravail, on en parle de plus en plus avec le Covid-19. D'ailleurs, le Conseil des ministres d'aujourd'hui, ce sera tout à fait ça. Comment tu as dit Conseil des ministres, Smart En mode Conseil. vidéoconférence. Bon, regardez la vidéo. On se retrouve juste après. How do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea. Super, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, colonel. On dirait qu'on est chez Anta, chez moi, ou chez Alioune Badara Kane ou chez Ramatoulaye. Ça va un peu ressembler à ça. hein. Allez, restez avec nous. Et bonne journée à Seydou Sall qui nous regarde ce matin et qui présente ses sincères condoléances à tout le Sénégal, dit-il. Yoro Kunta, on a reçu également votre message. Il dit on a tout simplement perdu un homme de valeur, monument du football mondial. Repose en paix, Pape Diouf. Merci pour ces messages. Place tout de suite à la rubrique invitée. I gotta wake up early in the morning. Et tout au long de cette semaine, c'est aux forces de défense et de sécurité que nous rendons hommage pour la célébration de la fête de l'indépendance ce 4 avril. Le lieutenant-colonel Marius Niaga est notre invité du jour. Il est conservateur vétérinaire, autant pour moi, des parcs nationaux, mais pas que, à Alioune Badara Kane. Voilà. Et comme tu l'as si bien dit, le défilé donc des officiers supérieurs des différents corps militaires et paramilitaires continue sur le plateau de la matinale Kenkeliba. À notre manière, donc, nous comptons célébrer donc le 4 avril, la fête de l'indépendance du Sénégal. Et aujourd'hui, il sera beaucoup question donc du travail des agents des parcs nationaux, donc disons ces soldats de la nature, tout simplement ces grands gardiens aussi de la biodiversité.
que vous représentez ici sur ce plateau, lieutenant-colonel. Donc, lieutenant-colonel Marius Niaga, conservateur vétérinaire des parcs nationaux. Il est aussi le chef du bureau surveillance épidémiologique à la direction des parcs nationaux. Je crois que donc l'homme idéal pour nous parler du thème de cette année, où il est beaucoup question de la prévention des pandémies, le rôle en tout cas des forces de défense et de sécurité dans la prévention des pandémies et autres catastrophes. Par rapport au thème de cette année, colonel, quelle est l'action que font les agents des parcs nationaux pour prévenir certaines pandémies et catastrophes dans le cadre de leur travail? Merci, M. Khan. Je pense qu'il y a souvent, quand il y a des pandémies, ça permet de mettre en lumière le rôle que jouent les animaux par rapport au stade précoce des maladies. Vous l'avez vu avec le Covid-19, les gens accusent, à raison ou à tort, certains animaux sauvages de la faune. Et pour dire que l'émergence de ces maladies chez l'homme peuvent être endiguées si toutefois on prenait en compte l'effet qui se trouverait au niveau de la faune. C'est-à-dire, si on parvient à voir que c'est dans la faune où la maladie débute, avant de se retrouver chez l'homme, on peut endiguer cette maladie au niveau de la faune et ne plus avoir de problèmes au niveau de l'homme. Ça s'est passé dans certains pays de l'Europe de l'Ouest, où on a vu que la rage, qui fait beaucoup de dégâts au niveau humain, on a vu que ça se manifestait chez les renards. Ça commençait chez les renards avant d'arriver chez l'humain. Donc il a suffi tout simplement de vacciner les renards et du coup, certains pays de l'Europe de l'Ouest n'ont plus de rage humaine. Donc, pour dire qu'au début, on a un peu écarté. Au niveau de la santé, les gens ont fait beaucoup de découvertes. Ils ont essayé trop en avance, ils ont fait des essais. Mais le côté animal, surtout faune sauvage, a été oublié. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de maladies qui s'y développent. Du fait qu'il y a beaucoup d'espèces. L'humain, c'est un seul homme. On parle de pédiatres qui s'occupent des enfants et autres. Chez les vétérinaires déjà, il y a déjà le chien, il y a déjà le cheval. Vous avez beaucoup plus de sujets en fait que le la médecin faune, classique. c'est encore autre chose. La faune, ce sont des centaines et des centaines d'espèces qui y sont. Et chaque espèce a sa particularité. Il y a des espèces qui ont la possibilité d'avoir des maladies et ne pas tomber malades. On les appelle des réservoirs sains ou bien des porteurs sains. Tandis que ces maladies, si ces maladies se retrouvent chez l'humain, en traversant bien sûr la barrière espèce. Ce n'est pas toujours facile de traverser la barrière espèce, mais l'homme contribue à la traversée de cette barrière. En quoi faisant? La déforestation. Quand on détruit les forêts, le directeur des eaux et forêts était là, je pense hier. On détruit les eaux et les forêts en oubliant que cette destruction permet de rapprocher l'homme de la faune. Il y a aussi les voyages. Les gens voyagent beaucoup. Il y a le cas de le MERS, c'est-à-dire le Middle East, qu'on appelle ça, Respiratory Syndrome, qui est un coronavirus qui était en Asie de l'Est, mais c'était des patients qui étaient malades qui ont amené ça en Europe. Qui ont voyagé. Qui ont été au contact d'animaux aussi. Ça a débuté souvent dans le milieu sauvage avant de se retrouver chez l'homme. Mais il y a aussi des maladies ou bien des virus qui sont dans des milieux particuliers. Donc quand on les enlève de leur milieu de départ ou bien de leur habitat normal, ils se retrouvent dans d'autres habitats dont ils ne sont pas, ce n'est pas leur habitat initial. Du coup, ils ont cette possibilité de trouver des populations qui sont très sensibles. Et ça fait des dégâts. Alors que dans leur habitat initial, peut-être que ces populations sont habituées à... Donc, et vous l'avez dit quelque part pour terminer, il y a même le côté social. Il y a des pays en Afrique comme le Cameroun où les gens se mettent carrément à la consommation de la viande de brousse, surtout des chimpanzés. Et on a vu parfois le virus immunologique d'origine simienne qui s'est retrouvé, c'est pratiquement le parent du VIH et qui s'est retrouvé chez l'humain. Donc il a traversé la barrière et a fait des dégâts chez l'humain. Alors ce sont des espèces qui sont consommées ailleurs en Afrique. Donc quelquefois, protéger l'humain, dans le cas du One Health, c'est de penser d'abord à protéger l'animal pour que l'humain soit à l'aise.
Ok, donc ça, on est carrément dans le domaine du One Health, hein? Donc carrément c'est l'unification de la santé animale et humaine. Et ça, c'est un concept que vous traduisez en acte de par la particularité de votre travail, parce que vous êtes au contact de cette faune-là, vous êtes dans les parcs nationaux, et ça, vous le vivez au quotidien. Voilà, et nous, on ajouterait, il y a la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Environnementale aussi, voilà. Voilà, parce qu'aussi bien l'homme que l'animal est dans un environnement pour pouvoir être à l'aise. Et si cet environnement est pollué ou bien pas vivable, il est évident que l'homme est exposé. Si vous avez remarqué au niveau de Dakar avec la DEC, il y a cette structure qui est chargée d'analyser la qualité de l'air. Oui. Et on oublie que, comme on le dit avec le coronavirus, quand on dit la distance sociale de 1 mètre, ce qui veut dire que les particules peuvent rester dans l'air. Est-ce qu'il n'y a pas des particules qui peuvent rester encore plus longtemps ou bien à des niveaux plus élevés? Donc, d'où il serait intéressant de faire même des analyses de l'air au niveau, à côté de certaines structures industrielles et même peut-être des hôpitaux, pour voir est-ce qu'il n'y a pas certaines particules qui circuleraient et qui exposeraient l'humain à certaines maladies. Alors, vous avez parlé tantôt, hein, colonel, donc, des conséquences aussi de la consommation de viande de brousse, et cela est accentué par le braconnage. Et le braconnage est aujourd'hui votre principal, disons, le principal objectif des agents des parcs nationaux, c'est de lutter efficacement contre le braconnage. Et ça, on voit souvent les dégâts de cette activité-là illicite sur la faune et même au-delà. À ce niveau, qu'est-ce qui est fait par le Sénégal? Est-ce que vous disposez de moyens, par exemple, de contrôle de nos différents parcs naturels? Je peux donner l'exemple du drone. Est-ce qu'il y en a suffisamment de drones ici au Sénégal pour bien surveiller nos espaces et puis protéger ces animaux-là de ces braconniers qui souvent franchissent les frontières, il faut le dire aussi? Bien sûr, effectivement. Bon, je pense qu'au niveau du Sénégal, on a quand même une bonne politique de conservation de la biodiversité. Parce que je pense que nous sommes l'un des rares pays déjà où il y a des vétérinaires dans les parcs. Beaucoup de pays n'ont pas de vétérinaires dans les parcs. Et par rapport au braconnage, certes, on n'avait pas des moyens suffisants au début, mais actuellement, on a des drones fantômes qui ont été achetés par le REDIC dans le cadre d'un appui du REDIC qui est un projet de la Banque mondiale. Et je pense que c'est toujours dans le cadre du One Health. Parce que c'est un projet qui regroupe les 4 secteurs que sont la santé, l'élevage, l'environnement et l'agriculture. Donc, et aussi, on a, bien avant d'avoir des drones, on avait des caméras trappes. Ce sont des appareils qu'on place dans des arbres qui sont souvent invisibles et qui sont capables de, à chaque fois qu'une personne passe, de prendre des photos, ou bien quand l'animal passe, de prendre des photos. Ça nous permet d'avoir une idée par rapport à la présence humaine ou animale dans les aires protégées. Mais je pense qu'aussi, il faut le reconnaître, nous n'avons pas assez d'effectifs pour lutter contre le braconnage. Comme vous le dites, au niveau des parcs, c'est comme un îlot de richesse dans un océan de pauvreté. La plupart des parcs sont dans des zones un peu très pauvres. Et à l'intérieur, tout le monde se dit que non, c'est dans le parc que je dois prendre ma pitance et autres. Alors que, comme vous l'avez reconnu, avec les maladies, les pandémies que l'on voit actuellement, manger cette viande, c'est peut-être régler un besoin, mais en se mettant aussi dans un autre combat, parce qu'on risque de prendre une maladie. Et de transmettre cette maladie à plusieurs. On est un peu dans le cas, puis selon certaines théories. Le malheur, au niveau de... Par exemple, on sait que, par exemple, au niveau de l'élevage, quand on va à l'abattoir, c'est un animal qui a été inspecté post-mortem, et il y a l'inspection. Après, ante-mortem, même avant que l'on tue l'animal, on fait une inspection. Et après l'abattage, on inspecte la viande avant que l'on mette cette viande à la consommation des populations, à la disposition des populations. Malheureusement, dans le domaine du braconnage, de un, c'est illégal, il le fait illicitement. Et quand il vend la viande ou bien il offre la viande, c'est une viande d'où on ne connaît pas l'État. Et c'est à l'insalubrité qu'on le vend, voilà, c'est ça. J'allais juste dire que selon certaines théories, on est un peu dans le cas. Hein. On est passé de ce coronavirus Covid-19 de la chauve-souris au pangolin et ce pangolin qui a été consommé et finalement on en est à une transition vers l'être humain et à une pandémie carrément. On est parti d'une maladie à épidémie à pandémie.
Et aujourd'hui, c'est une course contre la montre pour essayer de freiner cette infection. J'allais plutôt vous interpeller sur... j'avais une question. Rama, tu avais une question aussi? Bon, je pose la mienne et ensuite... Sur non seulement les effectifs, mais comment vous prenez soin justement de ces animaux que vous avez au niveau de ces différents parcs? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour prendre soin de ces animaux-là? Parce que parfois, on voit des vidéos, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour prendre soin de ces animaux? Bon, je pense que pour la prise en charge des animaux, il y a des différences. Si on prend un parc, la plupart des parcs sont des aires marines, des aires naturelles. Donc, normalement, l'activité de l'humain doit être réduite le maximum possible. Donc, ce sont des parcs où, à l'état naturel, la nature fait son œuvre. On n'a pas besoin d'aller capturer un lion pour le soigner ou bien pour faire quoi que ce soit. D'accord. Un animal faible ou bien malade, il est consommé par le prédateur. Un animal jeune est consommé par le prédateur aussi. Mais dans des réserves comme Gumbel, où on a des sites sentinelles, où on fait aussi la réintroduction des animaux venant peut-être d'autres pays ou bien qui avaient disparu et qu'on a ramenés, là, il est possible d'intervenir et de faire des suivis écologiques ou bien des suivis sanitaires. Donc, avec Gumbel, qui est dans le cas d'Iwan Els, un site sentinelle. Voilà, qui se trouve dans la partie nord, au niveau de Saint-Louis. Voilà. On suivait par exemple la maladie de la fièvre de la vallée, du Rift. Et effectivement, les gazelles qui y sont, c'est à travers ces gazelles qu'on s'est rendu compte que la maladie de la vallée du Rift, qui est souvent due aux inondations avec les vecteurs qui polluent, et qui est souvent une maladie susceptible de se retrouver chez l'homme aussi. C'est une zoonose. Donc, lorsqu'on a fait des prélèvements chez les gazelles, parce qu'il y avait beaucoup d'avortements, on a emmené au labo, on s'est rendu compte que la fièvre est présente. Du coup, les autres secteurs ont été avertis et les gens ont pris leur disposition. D'où l'intérêt de précocement être au courant de la présence de telles choses. Bien sûr. Ramatoulaye? Dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, on est vraiment entouré par des animaux domestiques. Généralement, certains sont ont un suivi vétérinaire, comme les moutons, les chiens. Mais il y a d'autres types d'animaux qui se forcent à nous, qui s'imposent à nous, comme les chats, mais qui ne bénéficient pas de surveillance vétérinaire et qui sont un peu partout dans la maison. On les voit entrer dans les cuisines, entrer dans les chambres, être en contact avec les personnes. Et pourtant, ce sont des animaux qui n'ont pas été vaccinés contre telle ou telle autre maladie. Est-ce que nous, on est exposés en côtoyant des animaux comme les chats? On sait qu'en Europe, par exemple, les chats sont très domestiqués et même chouchoutés, bénéficient d'une surveillance vétérinaire. Mais ici, en Afrique, particulièrement au Sénégal, c'est des animaux qui s'imposent à nous, comme ça. Effectivement, c'est un fléau important. Et je pense même certains, comme les chiens errants, sont souvent à l'origine des maladies comme la rage et autres. Et comme vous l'avez dit, vous voyez souvent que ce sont des chats qui sont dans des poubelles un peu partout et qui peuvent, à partir des poubelles, se retrouver toucher un ustensile qui peut être utilisé pour la cuisine et autres. Donc, effectivement, ce sont des animaux qui exposent l'humain. Mais je pense que le service de l'élevage a souvent tendance à prendre parfois des décisions. Il y a parfois l'abattage qui est, entre guillemets, autorisé, malgré qu'il y a des gens, des organismes qui sont là pour la protection des animaux. Donc, il y a ce dilemme-là. Mais par rapport à ça, il y a plus grave qui est à côté de nous. On pense que la faune est trop loin, alors que la chauve-souris est à la maison. Vous voyez, vous allez quelque part, pas loin de Dakar, là où il y a des manguiers, la nuit, vous entendez des chauves-souris sur les manguiers. Et les chauves-souris sont des réservoirs de beaucoup de maladies virales. Et voilà, un moment, on a pensé, et peut-être le temps, ce n'est pas la bonne période pour le dire, mais on a fait des prélèvements de chauves-souris, chez les chauves-souris à Bandia, dans la zone de Mbour. Et on a vu certains coronavirus, 4 types qui n'étaient pas encore connus au Sénégal. Bon, comme c'est une découverte, on n'en avait même pas parlé, avant même qu'on ne parle de Covid. Les populations. Non, bon, il se trouvait en ce temps-là, on n'avait même pas parlé de coronavirus au Sénégal. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de coronavirus, ça aussi, il faut le message, c'est d'éviter de consommer la viande de brousse comme ça, sans... C'est mieux. Au Sénégal, on a la chance qu'on ne consomme pas la viande de brousse. Mais il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Et il y a même plus que ça. Les rongeurs
C'est des souris qui sont dans des maisons. On a vu des coronas chez des souris, des rats. Et souvent, ils sont dans des maisons, proches de nous. Donc il faut faire gaffe. Excusez-moi de vous couper à l'une. Il y a une question de Ousmane Garifay qui nous regarde également ce matin de la rédaction du journal télévisé de la RTS. Il veut savoir, est-ce que dans le cadre de cette pandémie, est-ce que vous surveillez également les animaux des parcs? Je pense que c'est important. On parle de pangolins en Chine, je le disais tout à l'heure, qui serait vecteur du virus. Est-ce que l'espèce existe également dans nos parcs et dans nos réserves? Nyokolokoba, c'est une zone aurifère. Les particules toxiques ne sont pas loin. Quelles mesures de protection justement pour les animaux? Ça fait beaucoup, juste, hein. La surveillance au niveau de la faune doit se faire en amont, c'est-à-dire bien avant. Ce n'est pas maintenant qu'on parle de Covid-19 que les gens sont déjà dans des situations un peu plus particulières, que l'on va se lancer dans une surveillance dans la faune ou bien. Mais nous sommes dans le comité One Health et bien avant cette pandémie de Covid-19, il y avait des réunions que l'on faisait avec les gens du COUS. Il y avait le ministère de la Santé, de l'élevage et autres. Et les gens se préparaient par rapport à l'avènement de telles situations. Il y a des exercices de simulation qui ont été faits. Mais comme vous l'avez dit par rapport au pangolin, bien sûr, certaines zones du Sénégal renfermeraient le pangolin. Mais au Sénégal, quand même, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur. Les Sénégalais ne sont pas des gens qui sont habitués à consommer la viande de brousse. Et je pense que tant qu'on ne va pas dans ces aires protégées pour abattre des animaux, il n'y aura pas de danger pour la population sénégalaise. On a des pangolins ici ou pas? Oui, dans certaines parties du Sénégal. Mais je pense que... Et puis il y a ce phénomène de barrière humaine. Dès l'instant que maintenant c'est une contamination interhumaine, je pense qu'elle est plus plausible que celle entre l'humain et l'animal actuellement. D'accord, très bien. Très bien. Alors, colonel, dernièrement, on avait même consacré un petit reportage à ce phénomène, et salué à l'époque par beaucoup d'écologistes, d'environnementalistes, c'est-à-dire l'apparition, enfin, depuis fort longtemps, d'éléphants dans le parc national Nyokolokoba. Comment vous l'expliquez? Est-ce une note d'optimisme, en fait, pour vous, les grands défenseurs de la faune, de la biodiversité? Très rapidement, on y reviendra. Allez-y, répondez. Oui, au juste... Voilà, on les voit là, déjà. Les éléphants n'ont jamais disparu du Sénégal. Non. Mais on les voyait pas. Il y avait des effectifs très réduits et de visu, c'est-à-dire le contact visuel était absent, bien sûr. C'est ça. Mais en 2011, on a eu un contact visuel, mais malheureusement qui n'a pas été matérialisé par une prise de photo ou autre. Mais tout le reste, c'était des vidéos, des caméras trappes qui nous permettaient de voir de jeunes éléphantaux et des éléphants. Mais je pense qu'au Sénégal, l'éléphant n'a pas disparu et ne disparaîtra pas, j'espère. Parce qu'on a une population certes réduite, mais vivable quand même, viable. Très bien. Merci très bien. beaucoup, colonel. Donc, merci. Et puis, dans la deuxième partie, on reviendra sur les autres missions des agents des parcs nationaux. Merci. Bon réveil et bon début de journée en notre compagnie. Voici maintenant le clip du jour. Juste après le bulletin d'infos complet avec Mariama et puis les buzz du net, ce sera avec Anta. Restez avec nous. Et à la une de l'actualité, cette triste nouvelle, le décès hier donc à Dakar de Pape Diouf des suites du coronavirus. Et dans la lutte contre le Covid-19, Sédhiou renforce son dispositif. Le comité régional de lutte contre la maladie a reçu un appui de 5 millions de francs CFA. Nous allons vers la réouverture de Médis Sénégal. La seule unité de fabrication de la chloroquine au Sénégal est fermée depuis près de 2 décennies. Les détails avec Mariama. Rebonjour. Bonjour à tous. Je vous le disais tout à l'heure, le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au coronavirus. Il s'agit de Pape Diouf. Président de l'Olympique de Marseille est décédé ce mardi soir à Dakar. Journaliste, il faisait la fierté du continent de par son œil aiguisé et sa connaissance du football. Homme aux multiples carrières, beaucoup ont salué en lui. Un modèle, une source d'inspiration. Le président Macky Sall a salué la mémoire d'une grande figure du sport, un dirigeant engagé et éminent, grise du football, Ousmane Garifay.
Au Sénégal, l'onde de choc est grande au sujet de cette figure emblématique du sport qui tire sa révérence à 68 ans. Hospitalisé à Dakar, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a été placé depuis samedi sous assistance respiratoire. Les services des maladies infectieuses de Fann, où il a été interné, savaient son cas grave, jetant l'émoi dans le pays. Les tentatives de sa famille ainsi que des autorités consulaires françaises de le rapatrier n'y feront rien. L'ancien journaliste succombera au CHU de Fann à Dakar, devenant ainsi la toute première victime sénégalaise du Covid-19. Rappelons que le pays compte à ce jour 175 cas contrôlés positifs. Le point à présent sur la situation du Covid-19 au Sénégal. Ce mardi 31 mars 2020, le pays a enregistré 175 cas, dont 40 guéris. On écoute à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour, je m'en vais vous lire le communiqué numéro 30 du mardi 31 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des 2 cas graves est stationnaire. À ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Par ailleurs, vu la persistance de 2 foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17 h entre les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces 2 districts. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Sur le front du coronavirus encore, la région de Sédhiou renforce son dispositif de lutte contre le Covid-19 après le lavage des mains devenu systématique et l'utilisation des thermoflash. Un appui de 5 millions de francs CFA, des denrées alimentaires et produits sanitaires ont été reçus par le comité régional Kaltom Gay avec notre bureau dans la région. À Goudomp, des mesures de lutte sont mises en place. Thermoflash et dispositifs de lavage des mains, passage obligatoire pour tous. Le maire de Sédhiou et le commandement territorial sur le terrain pour constater l'effectivité dans les différents sites de la région. Il fallait aussi se rassurer des dispositifs mis en place, à savoir au niveau de chaque localité, qu'est-ce qui a été prévu. Nous avons visité les différents sites, nous rassurer aussi qu'au niveau de ces communes, les sites d'isolement ont été identifiés. En se disant, au pire des cas, on ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette analyse des différents scénarios nous permet aujourd'hui de recorriger et de voir les insuffisances que nous avons de part et d'autre. Et pour juguler ces insuffisances, les autorités locales sont appelées à s'impliquer davantage. Il reste important que dans certaines localités, il fallait identifier de nouveaux sites afin d'en faire des sites d'isolement. Il fallait voir dans le mécanisme, on est dans une zone frontalière, où nous rassurer aussi que le dispositif, en tout cas national, est opérationnel au niveau local. Dans la prévention toujours, le ministre-maire a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA, des denrées et également des produits sanitaires au comité régional de lutte. Occasion également pour le gouverneur de la région de faire un appel aux ressortissants de Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons reçu cet appui du ministre que nous allons répercuter au niveau des différents comités, n'est-ce pas, pour que véritablement cet appui puisse arriver aux populations bénéficiaires. La lutte contre le Covid-19 s'intensifie partout. La région de Sédhiou n'a pas enregistré de cas, mais les autorités prennent les devants pour protéger les populations.
Et cette bonne nouvelle dans la lutte contre le Covid-19, Médis va bientôt reprendre ses activités. L'industrie pharmaceutique est spécialisée dans la fabrication de médicaments, notamment la chloroquine. La seule usine de fabrication de la chloroquine au Sénégal est fermée depuis près de 2 décennies, nous dit le docteur Aloïse Waly Diouf. Il est au micro de Dahaba. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale a pris son bâton de pèlerin pour discuter avec les différentes parties. Et à ce titre, il a reçu le top management de Médis pour échanger avec eux et leur faire des propositions de sortie de crise. Cette rencontre s'est tenue en présence de Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social. Et demain, nous recevrons aussi les partenaires sociaux de la société Médis pour que nous puissions travailler à relancer la société Médis, mais surtout à permettre au Sénégal de pouvoir se valoriser par rapport à la production de chloroquine. Nous pensons que d'ici la fin de semaine, nous aurons des résultats favorables. Le personnel est enclin à travailler, à reprendre le travail. La direction aussi est dans cette même dynamique. Il y a simplement des rapprochements à faire et nous allons discuter de ce point de vue pour trouver le juste milieu, pour sauver l'entreprise, mais surtout permettre à cette entreprise de pouvoir doter le Sénégal et au-delà du Sénégal, doter les pays de la chloroquine. Maintenant, je voudrais me permettre, avec votre autorisation, de lancer un appel. À l'ensemble des acteurs de la société Médis. Parce que quand on est dans une phase de négociation comme ça, il est important que l'on puisse savoir raison garder. Parce que les négociations, en général, c'est dans le secret d'une salle de réunion qu'on échange sur les termes de l'accord ou d'un accord futur. Il ne sert à rien d'aller dans les médias. Il ne sert à rien de durcir des postures. Parce que, in fine, je crois qu'il y a l'intérêt du pays qui est en jeu et la volonté du gouvernement de pouvoir satisfaire l'intérêt du pays, elle est réelle. Et je crois que nous tous, nous devons travailler à rendre concrète cette volonté de l'État du Sénégal, rendre concrète aussi ce désir des Sénégalais et Sénégalaises de pouvoir voir l'usine Médis reprendre ses activités, mais surtout voir la chloroquine être disponible et être générée à partir de notre pays. C'est la fin de cette édition de votre matinale Kankiliba. Je vous laisse en compagnie de l'équipe. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci beaucoup, ma chère Mariama. Peut-être avant de partir, un mot pour rendre également hommage à Pape Diouf, qui nous a malheureusement quittés hier. Malheureusement, Sarah, c'est une grosse perte pour l'Afrique, pour le monde du football, pour les Africains qui sont notamment en France, parce qu'il fait partie des premiers Noirs africains. Je dis africains, je dis bien également maghrébiens, à se positionner, à donner le signal à tous les autres, parce qu'il a réussi à être un dirigeant d'un club, pas n'importe le club, l'Olympique de Marseille. Donc il a balisé le chemin. C'est une grosse perte pour le monde du football. Donc nos condoléances à toute sa famille, à tout le monde du football. Absolument. Une grosse perte pour le Sénégal, pour l'Afrique. Et comme on le dit tantôt, le coronavirus, c'est pas une mince affaire. On en perd des gens. On meurt du coronavirus. Si les gens en doutaient encore, voici, la preuve, elle est là. Donc restons chez nous, respectons les barrières d'hygiène. Oui, lavons-nous régulièrement les mains également. Merci Mariama, on se retrouve demain, toujours pour l'info sur la matinale. Restez avec nous, la pub et la suite avec Anta. bët bu neex day jox seeni toggantu wala seen ndékki caf ko bu amul fenn ba di leen salitloo Rita bër bi boole njaboot gi day neexal seeni nekkin saa su nekk di leen yokk bànneex day yanjal seeni bés. Rita bër bi kenn mënta muñ. Nous
sommes en direct. Rejoignez-nous comme ces nombreux internautes qui ont tenu à envoyer des messages pour rendre hommage ce matin à Pape Diouf. Alors Eric Adedze qui nous regarde depuis Cotonou, qui dit les mots me manquent, Pape repose en paix, tu vas nous manquer sur les plateaux de Canal+. Message de Hassan Djiboka également pour rendre hommage en cette journée à Pape Diouf. Sefoutol nous écrit depuis le Cameroun. Bonjour le plateau de Kinkeliba, j'ai appris avec beaucoup de consternation la mort de Pape Diouf des suites du Covid-19. C'est une grosse perte pour le football africain. Les Camerounais se souviendront toujours de son constant soutien pour l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, dit-il. Les Camerounais ne l'oublieront jamais lors de son passage à l'émission Talent d'Afrique. Repose en paix, mon cher président, dit-il. Et puis ce message également allez, il y en a tellement. Oumar Ibrahim Atiam. Bonjour, je suis très très triste, dit-il, que de perdre ce grand homme que j'aime sur les plateaux de Talent d'Afrique, que la terre lui soit légère, Amine. Et pour tous les autres, eh bien, merci également de nous avoir envoyé des messages ce matin. On va passer à la chronique d'Anta, c'est les Buzz du Net. Alors pour les buzz du net, on va démarrer ce matin avec Cristiano Ronaldo. Il fait le buzz, pourquoi? Il fait le buzz. Bon, il a fait une vidéo pour sensibiliser, en fait, on va dire ses followers sur Internet. On n'a pas encore vu Messi faire ce genre de vidéo. Une vidéo où il met un peu plus de gel sur les mains de son enfant. On n'a pas encore vu, je le répète, le Messi faire ce type de vidéo. Une petite pique pour Alioune Badara Kane. Je vous propose de suivre cette vidéo qui a énormément été partagée, notamment sur Instagram. Hay que frotar bien, fuerte. Eh bien oui, il faut apprendre ces gestes simples aux enfants aussi. Il n'a pas pris un peu de poids, Cristiano, non? Vous n'avez pas remarqué? J'ai surtout remarqué sa touffe. Ça touffe, ouais. Bon, très bien, bon. Il faut bien qu'il trouve quelque chose pour se distinguer, Et pour sortir de l'ombre de Messi. Avec elle, par rapport à sa touffe, peut-être qu'il a peur d'aller chez le surpris. coiffeur, comme beaucoup d'entre nous. Nous n'allons plus au salon de coiffure. Non, pour un peu répondre à Alioune Badara Kane, il faut dire que Cristiano Ronaldo est très, très, très sensible justement à certaines causes et il fait énormément de dons dans les hôpitaux, pour les orphelinats. C'est quelqu'un de très engagé socialement au Portugal et un peu partout, même en Afrique. Il fait des dons un peu à l'international. Bon, si on ouvre cette porte, on ne va pas finir le magazine. Hein. On va passer au sujet de Anta. Il a été rattrapé par le fisc espagnol, ça aussi, il faut le... On en reparle. Sujet 2, effectivement, faut faire attention. Il faut faire attention au coronavirus. Bon, allez. Vidéo de Anta. Attention, le coronavirus est bien réel. Et bien réel, regardez, quelques images pour vous dire qu'il faut faire à la fois attention aux ascenseurs, aller chez le coiffeur pour faire attention parce que ça peut se contaminer, aller à la salle de sport, on peut voir avec ces images fluorescentes vertes que ça peut se transmettre à travers justement la sueur, éviter d'acheter du pain ou de la nourriture dehors, les journaux, faites également attention parce que ça se vend aussi un peu dans les rues, les salons de coiffure pour femmes, pour hommes, tout vraiment ces lieux à éviter, faites attention, même dans les espaces publics. Vous restez chez vous, je pense que c'est le meilleur remède pour pouvoir stopper cette pandémie, pour ne pas, on va dire, continuer à véhiculer ce virus, le Covid-19, qui fait aujourd'hui des ravages. Très bien. Cardi B a fait le buzz sur Instagram également. Exactement, Cardi B a fait le buzz sur Instagram en utilisant tout simplement une seule phrase, coronavirus, that is real. Ils en ont fait un remix, regardez. Guess what, bitch? Coronavirus! L'inspiration a beaucoup, et puis ça donne toutes ces vidéos actuellement qui font un peu le buzz sur la toile. Mais c'est un sujet très sérieux. Très sérieux. Et bon, cette vidéo est devenue carrément virale et on peut retrouver dans différentes plateformes, carrément téléchargée tellement cette vidéo a été partagée, a été, on va dire, likée sur les réseaux sociaux. Cardi B, qui est une artiste américaine, qui est la première femme à gagner l'album, meilleur album de l'année BET, c'était en 2019. Cardi B qu'on ne présente plus sur la scène internationale. Après Nicki Minaj, elle est venue dans le game du rap en tant que femme. Et aujourd'hui, je pense qu'elle ne se fait plus présenter sur la scène internationale.
Présenter parce que moi, je ne la connaissais pas déjà. Malheureusement, tu ne connais pas trop les cultures urbaines. C'est un autre sujet. On en reviendra la semaine prochaine dans la chronique culture. Même ce vendredi, tu verras bien. Ah oui, tu vas faire un sujet culture urbaine. Un sujet culture urbaine où les artistes ont décidé de véhiculer des messages sur le coronavirus, des messages de prévention. Et on verra ça la semaine prochaine. Le clip de ce matin, c'était un peu ça aussi avec le Sdiwandi. Cette lettre qui circule sur les réseaux sociaux et qui a touché beaucoup d'internautes. Exactement. Bon, malheureusement, après avoir monté, je t'ai vu Sarah la lire, mais je la relis quand même. Hier, oui. Regardez cette lettre de Redouane El Aoui. Nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous sommes réveillés dans un autre. Soudain, Disney n'a plus de magie. Paris n'est plus romantique. New York n'est presque plus debout. Le mur chinois n'est plus qu'une forteresse et la Mecque est vidée. Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et le fait de ne pas rendre visite aux parents et aux amis deviennent un acte d'amour. Soudain, vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l'argent ne valent rien et vous ne pouvez pas vous procurer l'oxygène pour lequel vous vous battiez. Le monde continue sa vie et il est magique. Il met en cage que les humains. Je pense qu'il nous envoie un message très important à méditer. Vous n'êtes pas indispensable. L'air, la terre, l'eau et le ciel, sans vous, vont bien. Et même mieux, quand vous reviendriez, rappelez-vous que vous êtes autant pour moi mes invités. Et non, mes maîtres. Donne une belle leçon de vie. Cette lettre, quoi. Colonel, vous êtes d'accord? Surtout la phrase vous dit que vous êtes en cage. L'humain est en cage actuellement et les animaux sont libres. Effectivement. Et une belle leçon de vie au-delà de ça, c'est-à-dire au point de vue solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, on voyait vraiment ce monde se tirailler, on voyait la méchanceté dans ce monde-là. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, le confinement, on voit le meilleur de l'humain qui est en train de voir le jour, la solidarité qui est en train de regagner du terrain, c'est-à-dire remettre... L'empathie également, c'est vrai. L'empathie, effectivement, et ça remet en fait ces valeurs que nous avons en question, donc voilà, c'est vraiment limite... Ce virus a mis tout le monde au même niveau, hein, blanc, surtout, noir, jaune... Il faut maintenir l'équilibre, comme on le dit, l'équilibre environnemental, ne rien détruire, que l'homme vive en harmonie avec la nature. Peut-être qu'on a un peu trop poussé, hein, peut-être, qui sait. Très souvent. Oui, parfois on abuse. Hein. Allez, la Nivakine maintenant pour finir. Elle est de retour, la Nivakine? Elle est de retour et elle fait le buzz. Une chanson qui lui est dédiée. Je vous propose de la suivre. C'est-à-dire que les artistes sont très, très, très inspirés. Et aujourd'hui, ils proposent énormément de choses sur les réseaux sociaux. Ils font énormément aussi de live sur les réseaux sociaux pour interagir un peu avec leur communauté, leurs followers, pour sensibiliser. Ce sont des artistes vraiment engagés et surtout sur les réseaux sociaux en cette période de pandémie. Oui, moi, DJ Kérosène, c'est un artiste que j'aime beaucoup. De très belles chansons. La Nivakine ou la chloroquine est de retour. En tout cas, c'est expérimenté un peu partout maintenant. Oui, merci beaucoup, Anta. J'ai sauté un sujet. Pas du tout. Du tout. Voilà, on arrive à la fin. Les buzz du net de ce oui, matin. c'est vrai. Une image que je vous propose de suivre tout de suite. Covid-19, Yalana Day, un taximan qui a gravé ça derrière son taxi. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a été énormément partagé. On dit souvent, et on voit souvent sur le paysage sénégalais que sur les taxis, c'est beaucoup de messages qui sont véhiculés à travers, on va dire, leur pare-choc arrière. Et ce message qui a été véhiculé, Covid-19 Yalnade, a énormément été partagé, commenté sur les réseaux sociaux. Tu traduis pour les téléspectateurs? Traduction, coronavirus. J'espère que le coronavirus va mourir. C'est ce que nous... On dit Amin, voilà, c'est ce que nous souhaitons également. Allez, on est à 6 minutes de la fin de ce magazine. On va réinterroger notre invité du jour. Il y a des questions sur notre page Facebook. Je vais lire la question de Oudi Diallo, si tu permets, à Lune. Très rapidement, il faudra y répondre, colonel. Le parc de Niokolo-Koba est classé patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'il est en péril et pourquoi, dit-il? Et est-ce que les associations écologiques qu'est-ce qu'elles doivent faire, autant pour moi, pour sa réhabilitation? C'est la question de Oudi Diallo. Dites-nous d'où vous nous regardez. Voilà, effectivement, le pacte, j'aurais préféré dire était en péril. Était, d'accord. Voilà. Oui. Mais actuellement, Dieu merci, la tendance est en train d'être inversée. Donc, on est en train de voir comment, de manière administrativement,
enlever ce statut de parc en péril. Parce que quand même, on a beaucoup d'espèces qui sont en train de revenir et il y a des espèces qui sont des espèces indices. C'est-à-dire quand on commence à observer une centaine de lions, on se dit qu'il y a la faune qui est là. Parce que pour que le lion puisse être en nombre important, il faut qu'il y ait des antilopes, il faut qu'il y ait de la nourriture. Donc quand il y a beaucoup de lions, donc il y a beaucoup d'antilopes, donc la faune est en train de revenir. C'est ça. Donc le statut de péril peut-être est en train de persister du fait aussi de l'exploitation de orifères. Vous savez que dans la zone, il y a beaucoup de... la ruée vers l'or et il y a des gens qui exploitent de manière industrielle, semi-industrielle, traditionnelle. Et ça c'est ce qui fait maintenant le fléau le plus important au niveau du parc. Mais pour la ressource faunique, il n'y a pas de souci maintenant. Ouais. Alors, colonel, vous avez d'autres questions, Sarah, ou bien je peux placer la mienne? Vas-y, place une question. Alors, sur la gestion un peu, disons, communautaire, hein, du parc national de Niokolo-Koba, parce que vous l'aviez abordé tout à l'heure, dans le parc, il y a des communautés autochtones, n'est-ce pas, dont les localités se trouvent dans le parc. Alors, comment vous faites avec elles? Est-ce facile de devoir gérer à la fois la faune et de tenir compte aussi de leurs besoins primaires, c'est-à-dire parce qu'ils ont besoin aussi de ce parc-là pour bien survivre. Comment vous parvenez à concilier les deux? Merci M. Kane. Le parc Niokolo-Koba a quand même la particularité, malgré son étendue, 913 000 hectares, c'est plus que la région de Thiès, c'est-à-dire Thiès, Mbour et Tivaouane réunis. Mais les villages ont été déguerpis un moment. Actuellement, il n'y a aucun village. Donc ce ne sont que des agents des parcs nationaux qui y sont, avec quelques sites réceptifs. On les a juste déplacés, mais ils sont toujours à la périphérie, dans la périphérie du parc. Périphérie. Et effectivement, dans le cadre de l'approche participative, nous sommes allés jusqu'au-delà même en créant même des postes de santé au niveau de certains villages. Et ces postes de santé sont détenus ou bien gérés par des infirmiers qui sont des agents des parcs, qui ont été formés, sont des infirmiers et qui viennent en appui aux populations d'abord et aussi assistent les agents en cas de besoin au plan de la santé. Mais quand même, il y a un peu d'harmonie. Quand ils ont besoin de certaines ressources, comme faire des bambous pour faire parfois pour des besoins domestiques. Parfois, on les cède. Du bois mort, on les cède aussi. Très bien. Alors, très rapidement, Ramatoulaye, tu avais une question, on a 3 minutes. Allez-y. Ramatoulaye nous a rappelé tout à l'heure cet épisode, ou ces épisodes d'hippopotames qui terrorisaient les populations riveraines du Gouloumbou. De Gouloumbou, voilà. Ça, c'est peut-être... parfois, la réalité ne se dit pas. Les gens ne disent pas toute la vérité. En général, quand on observe une période d'accalmie comme actuellement, l'hippopotame ne fait rien, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'hippopotame. Elles sont bel et bien présentes. Mais quand une femelle d'hippopotame met bas et qu'il y ait des petits dans une zone, du coup, cette femelle devient méchante. Donc, elle protège sa progéniture. Il est évident que quand un pêcheur va s'approcher, il risque de renverser la pirogue. Et souvent, l'hippopotame, tout simplement, il piétine la personne, le pêcheur, dans l'eau. Donc, cette personne peut mourir. Mais l'autre phénomène qui se développe, c'est que les hippopotames, leurs fesses entraînent la présence de beaucoup de poissons. Et ça attire les pêcheurs dans la zone où les hippopotames se trouvent. Au lieu d'attendre que le poisson sorte de la zone pour être pêché de l'autre côté, le pêcheur brave le danger de la présence de l'hippopotame. Et après, il crie pour dire que oui, il faut tuer l'hippopotame. Ce n'est pas aussi logique quand même. Merci beaucoup. Alors, Sarah, j'ai une information à vous faire part, à nos téléspectateurs. Donc, le huis clos à l'Assemblée nationale sera retransmis en direct par la RTS. Signal sans logo offert donc aux chaînes de télévision qui désirent retransmettre la session consacrée au vote de la loi d'habilitation. Donc, canal 5, RTS 2. Très bien, je reprends peut-être... Vous pouvez rappeler le message? Exactement, donc le huis clos à l'Assemblée nationale sera retransmis en direct par la RTS. Le signal sans logo donc est offert aux chaînes de télévision qui désirent transmettre la session consacrée au vote de la loi d'habilitation. Canal 5, RTS 2, merci au directeur général qui nous a rappelé cela avant la fin de ce magazine. Merci également à Anta,
Ramatoulaye, on va remercier également notre invité de ce matin, colonel. lieutenant-colonel Un dernier mot Marius pour Niaga, vos troupes. Un dernier mot. conservateur. Oui, rapidement, parce que là, il est l'heure, il est 19h30. Je profite de l'antenne pour, au nom de la direction des parcs nationaux et de mon directeur, nous présentons nos condoléances à la famille de Pape Diouf. Une fois de plus encore. Très Vraiment, on a perdu un homme. Je rappelle que vous êtes conservateur vétérinaire des parcs nationaux et chef du bureau surveillance épidémiologie, j'y arrive, à la direction des parcs nationaux. Le conseil des... Which makes me know where we the line was left to be done. ni saful muyo bukanom jatu funa fanu manje jingar longar ko be mati kemik di muyo di rajaw mi di kasumur kanu manje ku koloni fan kan ko benya coronavirus nyaam jom di apalom Musa Mane Musa njom de safi jatu funa fanu manje bukanula ku